C'est bon, madame? Ok. Donc, écoutez, bonjour madame qui nous a rejoint. Le CINERPA a souhaité, donc le CINERPA est le syndicat des maisons de retraite et résidences privées commerciales pour personnes âgées. Le CINERPA s'est ouvert depuis quelques années au domicile ainsi qu'aux résidences-services seniors. Donc les résidences-services seniors essentiellement nouvelle génération au sein desquelles un gestionnaire et directement délivre des services aux personnes âgées et non pas des copropriétés. Donc le CINERPA a souhaité réunir trois acteurs essentiels, alors deux professionnels, un orthoptiste, une orthoptiste plus précisément, et un opticien qui viendront nous expliquer un petit peu quelles sont les interventions qu'ils peuvent réaliser, soit en EHPAD ou comment ils interviennent auprès des personnes âgées, soit à leur domicile ou à leur cabinet, et également nous expliquer quelles sont les pathologies que présentent les personnes âgées actuellement sur des troubles auditifs, visuels, excusez-moi. Et puis Monsieur Masson, qui est à l'opticien, nous expliquera un petit peu son métier qui consiste essentiellement à mettre en relation les personnes âgées, c'est bon comme ça, qui met en relation les personnes âgées et leurs aidants, par leurs aidants essentiellement, et les établissements et les opticiens. Donc, sans plus tarder, il me semble que c'est important, je vous passe la parole. L'objectif, c'est que si également vous avez des questions, ils puissent avoir un échange direct. Et voilà. Vous avez la pression. Bonjour. Bonjour. Alors oui, effectivement, moi je représente le premier groupement d'opticiens indépendants en France. Et nous nous sommes organisés au niveau national pour apporter un service à tous les professionnels de la dépendance qui ont besoin de faire intervenir un opticien à domicile ou en maison de retraite. Et donc je vais vous présenter la façon dont fonctionne ce service que nous avons baptisé « À l'opticien ». J'ai un tout petit point sur le cadre juridique. C'est assez récent que l'opticien ait le droit d'intervenir officiellement, légalement, et de sortir de son magasin. C'est la loi Hamon qui légalise l'optique sur Internet qui a levé le frein principal qui était l'interdiction de faire du colportage de verre ophtalmique en dehors du magasin. Donc désormais ce texte est passé, l'opticien a donc le droit de sortir de son magasin. Donc c'est assez récent. Donc je vous parlais du premier groupement d'opticiens indépendants. Il y a 12 000 opticiens en France. Nous représentons plus de 2 000 opticiens, tous indépendants, tous propriétaires d'un magasin dont c'est l'activité principale. Et en complément de cette activité principale, mais du fait de notre maillage territorial, eh bien, ces opticiens indépendants ont souhaité, désormais que la loi leur permet, d'apporter un service complémentaire aux professionnels de la dépendance. Donc, nous avons de loin le meilleur maillage territorial. La première enseigne que vous pouvez voir, qui fait de la publicité en télévision, va avoir 1000 magasins, 1200 magasins. Plus précisément, nous avons donc 2100 magasins. Et je parle de métropole comme des dom-toms. Alors, le service est très simple. Nous invitons les professionnels de la dépendance à nous contacter par deux moyens, soit sur Internet, gratuitement, soit via un numéro Azur qui s'affiche ici. Donc un contact avec ce service, au cours duquel un certain nombre d'informations va être recueillies, évidemment le lieu d'intervention, mais aussi l'âge du patient, voilà, quelques informations qui permettront ensuite à notre opticien de bien préparer son intervention. Nous relayons cette demande d'intervention auprès des opticiens les plus proches du point d'intervention. Alors on va relayer en fonction de la densité d'opticiens entre 10 et 30 opticiens, à 10 à 30 opticiens autour du point d'intervention. Le plus rapide, le plus disponible, nous dira qu'il accepte. Donc c'est tout simplement par email que tout ça se fait. Il appuiera sur un bouton qui est dans un email, et le fait qu'il appuie sur ce bouton, le fait qu'il va recevoir l'intégralité du contact du demandeur. Nous envoyons simultanément les coordonnées de la maison de retraite à l'opticien qui interviendra, et en même temps nous envoyons au demandeur, donc la maison de retraite, les coordonnées de l'opticien qui interviendra également. Donc les moyens de contact, je vous l'ai dit, par email à l'opticien.fr et via ce numéro de téléphone. En deux mots, juste pour synthétiser, donc c'est un service rapide. On a ouvert le service en décembre, donc
L'enjeu pour nous, c'est de faire connaître ce numéro national. Nous constatons que les demandes d'intervention trouvent une réponse dans le quart d'heure. Donc c'est vraiment, nous prévoyons que ça puisse mettre jusqu'à 48 heures à cause des week-ends, des choses comme ça, mais vraiment, les opticiens sont très réactifs. Alors, excusez-moi. Alors, j'ai juste une question, si je peux me permettre de vous couper. Lorsque vous dites qu'au bout d'un quart d'heure, vous donnez une réponse, hein, ce qui signifie que je suis une famille, je vous appelle, vous mettez un quart d'heure à mettre en relation la famille par téléphone avec l'opticien disponible, prêt à se déplacer. Hein, donc ensuite, le professionnel contactera donc le patron de maison de retraite ou l'aidant familial qui l'aura contacté pour convenir du rendez-vous pour l'intervention. En tout cas, trouver le bon opticien, ça évite un peu de temps à lire les pages jaunes pour appeler les opticiens du coin qui seraient disponibles. Voilà, c'est ce service de mise en relation, de facilitation de la mise en relation que nous proposons. C'est un service qui est réalisé par un opticien qui est professionnel, diplômé. Hein. C'est vraiment un opticien qui a pignon sur rue, ça c'est important, hein, parce que s'il y a du SAV, s'il y a des réclamations, on ne sait jamais, il engage sa responsabilité locale, il a un magasin et il y a donc un point de référence où se rendre s'il y a des complications ou du service après-vente à réaliser. Je le dis parce qu'on voit naître des opticiens sans magasin qui mettent un numéro de portable sur une voiture et qui tournent, mais il y a ce problème de service après-vente qu'on peut retrouver ensuite. Donc là, nous garantissons que les opticiens qui interviennent sont propriétaires d'un magasin. Et enfin, c'est un service éthique pour les familles. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contact préalable entre l'opticien et le donneur d'ordre. Hein, 2 appels à 1 heure d'intervalle auprès du service à l'opticien peut générer la mise en relation avec 2 opticiens différents, hein, puisque ce sera le plus disponible à ce moment-là qui interviendra. Donc nous préservons les familles de toute collusion éventuelle entre le donneur d'ordre et l'intervenant. Voilà. Alors maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir l'avis des professionnels qui interviennent. Alors je ne sais pas, ils vont nous le dire s'ils interviennent via votre plateforme et votre service. Voilà, alors Serge est l'un de nos membres. Il est dans la région je le laisse se présenter. Oui, bonjour, Serge Baribeau, donc opticien optométriste donc sur la région des Deux-Sèvres. Quand on va en fait intervenir en maison de retraite, donc actuellement maintenant ça va être via le site Allo Opticien, où il va y avoir donc ce contact en fait qui va être pris par la famille. Ensuite, il va y avoir en fait une prise de rendez-vous donc avec la famille pour connaître les besoins de la personne. Ensuite, il va y avoir un rendez-vous de prix donc sur site avec en fonction en fait des besoins de la personne, un choix en fait de monture proposée, éventuellement un examen de vue s'il y a besoin. On va intervenir aussi bien au niveau des lunettes que sur la basse vision, que sur quelquefois des poses de lentilles thérapeutiques prescrites bien sûr toujours par l'ophtalmologiste. Donc voilà un petit peu tout notre domaine d'activité en maison de retraite. Pouvez-vous peut-être nous expliquer quelles sont les pathologies sur lesquelles vous intervenez et quel est le propre pour une personne âgée, quelles sont par rapport à une personne moins âgée, quelles sont les pathologies qu'elle présente et comment vous pouvez aider à maintenir son niveau visuel? Alors, on intervient toujours derrière l'ophtalmologiste suite à une prescription. Nos domaines de compétences vont être, alors si on parle de pathologie, ça peut être la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, où on peut intervenir donc aussi bien au niveau d'un équipement lunettes qu'un équipement ce qu'on appelle basse vision, avec des systèmes en fait des systèmes grossissants qui vont être des loupes téléagrandisseurs ou autres que l'on va faire essayer. On peut intervenir également donc en cas de pathologie cornéenne où il va y avoir des lentilles thérapeutiques à mettre en fait sur l'œil en fait de la personne. Voilà essentiellement en fait tout ce qui va être lunettes cassées, tout ce qui va être renouvellement d'équipement, voilà tous les domaines sur lesquels on va pouvoir intervenir. Tout ce qui va être en amont en fait pathologie va être en règle générale traité par l'ophtalmologiste. Je me suis mis en salle pour poser les questions puisque après vous étiez tout le temps en train de tourner la tête et c'est peut-être plus simple de se mettre en face du public. Peu importe qu'on me voit, je n'ai pas très
j'ai pas d'importance dans ce sujet. Est-ce que vous pouvez peut-être passer la parole à Madame Guinchard, qui va nous expliquer en quoi son métier est complémentaire, donc celui d'orthoptiste, avec celui d'un opticien. Ouais. Donc l'orthoptiste est un professionnel de santé paramédicale. Donc l'exercice est réglementé par le Code de la santé publique. Et on fait des actes de dépistage, d'exploration, de rééducation et de réadaptation de la fonction visuelle. Donc on intervient sur tout ça. Et on intervient de là où est le patient. Donc que ce soit dans nos cabinets en libéral, à l'hôpital, chez l'ophtalmologiste, en cabinet médicaux autres, les centres de rééducation, en EHPAD, etc. Donc chez la personne âgée qui présente donc des pathologies visuelles donc, qui peuvent entraîner une cécité ou une malvoyance, donc des MLA, AVC, glaucome, diabète. On va intervenir sur tout ça, que ce soit sur le dépistage, l'exploration, la rééducation. Voilà. Et concrètement, donc sur la rééducation visuelle, jusqu'où on peut aller sur une personne âgée? Est-ce que c'est du maintien? Est-ce qu'on peut améliorer sa vue? Et en quoi aussi, derrière, c'est une deuxième question en une, en quoi ça peut permettre notamment d'éviter des chutes ou ce type de choses qui me semble... Donc il n'y aura pas d'amélioration, hein. On n'est pas dans la guérison, on va en fait utiliser le potentiel visuel du patient pour l'aider à l'utiliser, parce qu'en général, ils ne savent pas le faire. Sur l'exemple de la DMLA, donc une amputation du champ visuel central, donc c'est une perte au niveau de la lecture, des détails fins, etc. Et on va apprendre au patient à utiliser ce qui lui reste de vision, donc le reste de la rétine périphérique, en mettant en place une fixation excentrée. Et à le tenir, parce que finalement c'est compliqué également. Voilà. Donc toutes ces pathologies-là entraînent donc des pertes d'acuité visuelle, une diminution de la sensibilité au contraste, du sens coloré, des difficultés au niveau du repère spatial. Donc l'idée de la rééducation orthoptique, c'est d'aider le patient à s'en sortir avec tout ça et du coup prévenir tous les risques de chute. Alors à ce moment-là, on devient complémentaire, puisque donc quand il va y avoir en fait tout ce travail en amont de l'orthoptiste, on va venir nous après avec les équipements pour permettre en fait d'améliorer en fait la vision. Une fois, par exemple, que la fixation excentrée est en place en fait chez la personne âgée, on va pouvoir après optimiser sa vision pour qu'il y ait de meilleurs repères dans l'espace, éviter les chutes et ainsi de suite. Avoir également une possibilité de lecture. Regarder également la télévision, puisque donc il va y avoir en fait toute une demande en fait des gens pour continuer en fait à vivre normalement malgré en fait un déficit visuel. Voilà la complémentarité en fait de nos deux métiers en fait. Aujourd'hui, le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement, le projet de loi santé notamment, évoque le sujet du parcours de vie de la personne âgée, donc du domicile, en passant par éventuellement résidence-service senior, foyer logement, soins de suite et réadaptation, EHPAD. Quelles sont vos entrées et vos clés d'entrée dans ces établissements? Est-ce que vous travaillez dans ces établissements? Quelles peuvent être également les difficultés que vous rencontrez au sein de ces établissements pour rentrer dans l'institution? Alors le contact se fait en général essentiellement via la famille, puisque bien souvent c'est la famille qui va venir nous demander en fait d'intervenir, parce que les personnes sont bien souvent complètement bloquées en fait, parce que donc elles sont difficilement en fait transportables. Ce qui fait que la famille va nous demander d'intervenir parce qu'il y a besoin de renouvellement par exemple de lunettes, parce qu'il y a des lunettes cassées, parce qu'il y a différents en fait, problèmes que l'on peut résoudre. Donc la porte d'entrée est vraiment la famille. Ensuite, donc on va, comme je disais tout à l'heure, on va se déplacer pour amener en fait toutes nos compétences et tous nos savoir-faire en fait pour améliorer la vision de la personne. Oui, donc nous c'est pareil également avec surtout l'intervention de la famille ou une demande du patient quand il l'a fait auprès du médecin, notamment l'ophtalmologiste.
Parfois le généraliste, s'il connaît le métier d'orthoptiste et la rééducation qu'on peut amener. Voilà, on est purement sur une intervention avec prescription médicale. Donc s'il n'y a pas la prescription médicale, on ne peut pas intervenir. Voilà. Donc après, ça va dépendre de comment le patient peut se déplacer ou non. Donc s'il est chez lui, on peut se déplacer chez lui. S'il peut venir au cabinet, il vient au cabinet, donc soit par ses propres moyens, la famille, ou par transport médicalisé. Donc voilà. Alors si l'on prend l'exemple d'un foyer logement, une résidence service senior ou un EHPAD, est-ce que le directeur travaille avec vous pour vous prévenir éventuellement d'une personne qui aurait des chutes récurrentes liées à des problèmes visuels? Est-ce que vous avez signé des conventions sur votre territoire avec quelques établissements? Est-ce qu'il y a ce type de relation aujourd'hui qui existe entre les opticiens orthoptistes et directeurs d'établissement? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de convention puisque c'est assez récent, hein, comme M. Masson vous expliquait. Donc cette possibilité en fait de nous déplacer vers la personne donc est assez récente. Donc auparavant, c'était vraiment en fait une entente entre la famille et le professionnel. Ça va vraiment être cette charnière en fait qui va s'activer pour le moment. Donc les choses peuvent maintenant s'organiser parce qu'il faut être clair, hein, l'opticien intervenait à titre de service, mais officiellement, le colportage était interdit. Alors, cette zone de flou résidait dans le fait que, oui, l'opticien se déplaçait, mais il intervenait sur demande. Ça n'était pas une action spontanée de sa part, de démarchage. Donc voilà, donc les opticiens ne parlaient pas trop de cette activité, même si elle dépannait bien tout le monde. Donc désormais, c'est officiel, le colportage n'est plus interdit. Nous nous sommes organisés pour effectivement... Alors les opticiens au niveau régional, local, continueront cette activité sur sollicitation des familles. Donc c'est une activité qui existait, qui continuera. Mais nous avons donc créé, nous sommes organisés au niveau national pour pouvoir nouer ce type de partenariat dont vous parlez avec des fédérations, avec des grands groupes privés, publics, associatifs et organiser les choses à travers des conventions nationales. On a commencé à en signer et on est ouvert évidemment à un partenariat avec le CINERPA, bien entendu. Bonjour, Monsieur Compense, consultant à Insertion Handicap, donc du Conservatoire national des arts et métiers. Alors ma question, elle était très pratique. Comment allez-vous faire financer vos frais de déplacement et vos honoraires passés donc, sur le lieu de la résidence, par exemple? Donc c'était une question dans le sens pratique. Et la deuxième chose, c'est vous allez intervenir sur des patients dont vous ne connaissez pas forcément la déficience acquise et dans quel contexte elle se situe. Parfois, il y aura peut-être besoin en basse vision parce que on va avoir beaucoup de personnes qui sont assujetties à la basse vision, des soins de rééducation ou un suivi peut-être connexe, c'est-à-dire avec un autre praticien qui sera nécessaire. Bon, je sais que vous travaillez en synergie, les opticiens et les orthoptistes. Donc comment là vous interviendrez-vous, parce que vous savez que le traitement ne sera pas suffisant dans le cadre par exemple de l'optique pure. Mais il y aura besoin d'une association avec un orthoptiste. Donc comment allez-vous commuter et organiser l'équipe pluridisciplinaire qui devrait être mise en place? Ça c'était ma deuxième question. Et pour revenir à la première, c'est par rapport au coût, au surcoût que vous allez avoir lors d'un déplacement. C'est clair? Oui, oui. Oui, d'accord. À notre niveau, nous, donc, comme on est prescrit, on intervient sur prescription, donc c'est un acte qui est remboursé par la sécurité sociale et la mutuelle. Le déplacement également est compris dans l'ordonnance, donc ça c'est pour nous, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, les besoins du patient sur d'autres professionnels, on les indique, l'équipe soignante, ou s'il n'y a pas de réseau qui est mis en place, on a toujours des connectivités avec d'autres professionnels qui sont sur notre secteur et à qui on peut adresser ou conseiller le patient. Voilà.
Oui, alors nous à notre niveau, donc quand on va se déplacer, donc déjà on va demander en fait à la famille quels sont les besoins, où est le problème. On va après se déplacer avec différents matériels complètement mobiles pour nous, pour donc faire un examen et estimer en fait sur quel type de problème on a à faire et comment on peut intervenir. Donc si vraiment il y a un problème de pathologie, à ce moment-là, on va à nouveau référer vers l'ophtalmologiste. Et on interviendra après, mais on va avoir en fait tout le matériel nécessaire en fait que l'on emmène avec nous pour pouvoir faire en fait tout ce dépistage en fait, aussi bien au niveau de la puissance des verres pour éventuellement changer une réfraction. On a tous ces éléments là en fait pour pouvoir le faire. L'amortissement du coût, parce que vous aurez peut-être un transport d'une heure, aller-retour, vous aurez le temps de passer sur place, c'est des gens quand même qu'il faut manipuler, prendre le temps, peut-être que un jour ils seront à un soin et vous ne pourrez pas intervenir de suite, c'est les EHPAD, c'est ça, hein. Si un médecin, il y a une visite, il vous bloque une heure et que vous venez d'arriver, vous faites quoi? Vous voyez, c'est une vie qui est très particulière, l'EHPAD par exemple, hein. Alors, aujourd'hui, donc il y a toujours cette prise de rendez-vous qui est faite en fait avec la personne. Bien souvent, on intervient en règle générale en début d'après-midi. C'est là où ils sont le plus disponibles. Donc au niveau des coûts, donc quand il va y avoir un équipement, par exemple lunettes avec prescription, il y aura le remboursement classique. Par contre, c'est vrai je vais parler par rapport à ce que l'on fait nous. On est on va dire en province, donc les EHPAD autour de nous sont pas très loin. Il y aura quelquefois des frais de déplacement, mais qui vont être assumés par la personne, parce que malheureusement nous il n'y aura pas de prise en charge des frais de déplacement. Justement dans certains cadres et catégories de personnes qui sont hébergées, donc en EHPAD, en masse ou en femme, vous avez des gens qui ont effectivement des remboursements possibles. Donc ça, après, il faut demander au Conseil général, entre autres, et parfois certaines sécurités sociales les prennent en charge, donc liées au déplacement d'un intervenant. Donc c'est pour ça que je vous posais la question, parce que c'est quand même très articulé aujourd'hui, même si chaque département a sa propre politique. Je ne connais pas votre département spécifiquement, mais par exemple, étant donné que c'est dans un intérêt général qu'on retravaille dans le domaine du handicap, qui est aujourd'hui une politique du gouvernement très active, c'est là justement où ça serait intéressant que vous puissiez, effectivement, vous facturerez vos frais, ce qui est normal, vous ne travaillez pas pour rien, mais que cette intervention puisse après éventuellement être remboursée, soit par une prestation de compensation handicap qui pourrait prendre en charge effectivement le déplacement, soit un autre organisme qui est en charge de ça. Parce que malheureusement, vous savez qu'aujourd'hui, les personnes âgées n'ont peut-être pas forcément les financements nécessaires et il y aura peut-être blocage à ce niveau-là. Donc peut-être le relais du Conseil général avec la CDAPH, donc la Commission des droits et de l'autonomie des personnes âgées, serait sûrement très intéressé par votre proposition. Voilà. Alors, il est certain qu'aujourd'hui, en fait, ça se met juste en place, entre guillemets. Jusqu'à présent, on intervenait vraiment par rapport à un service que la famille nous demandait. Donc aujourd'hui, les conditions en fait sont réunies par rapport à la loi où on peut maintenant se déplacer. Donc je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, et notamment peut-être, pourquoi pas, des financements par le département. Mais on est vraiment au tout début en fait de l'histoire. Je préciserai que sur l'opticien, c'est aussi tout l'enjeu de faire déplacer l'opticien le plus proche, de manière à ce que ses frais de déplacement soient les plus faibles possibles. Sinon, on appelle les opticiens sans trop savoir s'ils sont proches ou loin, et on découvre des frais de déplacement qui sont proportionnels à distance. Ça, c'est le premier point. Donc ça fait partie du service d'essayer de solliciter le plus proche. C'est aussi une des questions qu'on pose dans le formulaire de demande d'intervention, savoir s'il y a une ordonnance préalable qui a été faite pour ce changement de lunettes. Évidemment, l'opticien ne peut pas délivrer, ça fait nos lois qui est récente d'ailleurs, désormais l'opticien n'a plus le droit de délivrer sans présence d'une ordonnance valide. Avant, cette ordonnance était une condition pour le remboursement. Désormais, l'ordonnance est obligatoire pour obtenir la lunette. Donc c'est la première question qu'on pose, c'est y a-t-il une ordonnance, sachant que lorsqu'il n'y a pas d'ordonnance, l'opticien va essayer d'accompagner son patient pour
obtenir une ordonnance, c'est-à-dire déplacer. On commence à nouer des partenariats avec des acteurs du transport médicalisé, accompagnement véhiculé, il y a plusieurs noms, pour déplacer la personne chez l'ophtalmo, parce que malheureusement les ophtalmos deviennent une denrée rare, et il est assez difficile de trouver un ophtalmo qui accepte de se déplacer, c'est-à-dire fermer son cabinet pour réaliser une seule consultation. Donc il y a un enjeu effectivement de santé publique derrière la disponibilité des ophtalmos. Alors il y a un débat maintenant pour savoir s'il y aura-t-il ou pas des délégations de tâches, ça c'est l'avenir, on verra bien. Mais en tout cas, l'opticien va en priorité chercher à faire en sorte que le patient aille chez l'ophtalmo. Et puis, s'il n'y arrive pas, il va se déplacer, faire ce bilan et juger effectivement s'il y a réellement besoin. Si c'est un changement de lunettes, l'opticien ensuite sera à même de donner les corrections nécessaires, et une ordonnance sera toujours nécessaire. Donc un médecin aura de toute façon, on aura toujours besoin d'un médecin pour rédiger cette ordonnance. Merci. Alors moi j'avais une question pour Madame Guinchard. Au niveau des actes de rééducation que vous faites auprès des personnes âgées, en fonction de l'avancée en âge, quels sont les différents actes concrètement que vous pouvez proposer, que vous faites entre une personne qui a 70 ans, 80 ans, 90 ans et après qui serait en fin de vie? Est-ce que vous voyez une corrélation avec l'avancée en âge et les actes que vous réalisez auprès de rééducation? L'avancée en âge, non, mais s'il y a une démence associée, effectivement, oui, c'est plus compliqué. Voilà. Après, si le patient est capable de suivre ce qu'on lui propose, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Mais par exemple, une personne qui serait en EHPAD a peut-être d'autres... vous avez peut-être ces d'autres actes que vous faites qu'auprès d'une personne qui est en résidence service senior, qui est tout à fait autonome, qui a juste besoin de quelques réajustements, alors qu'une personne en EHPAD, ce serait vraiment des choses plus lourdes. Et en quoi c'est plus difficile, hein? Plus difficile... c'est compliqué de répondre. Plus difficile parce que s'il y a une démence associée, il n'est pas forcément capable de reproduire ce qu'on va lui proposer en rééducation dans sa vie quotidienne. Mais dans ce cas, c'est plus forcément de la rééducation. Ça peut être une prise en charge avec d'autres professionnels qui sont sur l'EHPAD, le personnel soignant, ergothérapeute, psychomote, enfin, personnes qui peuvent et préciser à ces professionnels-là en quoi la vision peut gêner le patient dans son activité et dans ce qu'on va lui demander de faire. Voilà. Donc on peut aussi intervenir en préventif des chutes sur ça, ou sur, par exemple, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à se repérer dans son assiette, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Quelles peuvent être d'adaptations visuelles qu'on peut lui proposer? Voilà, c'est pas forcément un acte de rééducation pure, Et vous travaillez en collaboration avec les équipes médicales et paramédicales des établissements ou pas? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être sur le sujet, ou est-ce que vous souhaitez peut-être conclure ou peut-être se projeter sur l'avenir pour savoir quels sont les modes de coopération et que vous pourrez éventuellement mettre en place à l'avenir avec d'autres professionnels? Alors, tout simplement dire que les choses vont se professionnaliser, hein. Nous, dans le cadre du déploiement des services à l'opticien, nous fournissons un kit également avec une charte, hein, que nous incitons que nous proposons à nos opticiens pour qu'ils effectivement ils délivrent ces prestations dans un cadre qui va se normer, et voilà, avec également des rapports types d'intervention, que ce soit vers les familles, vers le personnel médical des EHPAD. Donc voilà, nous avons structuré ces choses-là, et nous le déployons progressivement. Écoutez, je vous propose qu'on s'en arrête là. En tout cas, on vous remercie beaucoup, et puis au plaisir.